eu la bonne idée de placer cette séance cette année sous le titre de jeu de cadre et les probabilités, évidemment, ça s'adapte parfaitement, puisque par rapport à d'autres branches des maths, c'est l'une, sans doute, où il y a le plus de changements de cadre, ne serait-ce que par l'interprétation des exercices concrets, les questions de simulation informatique, les questions de représentation. Alors justement, représentation graphique. Et on va commencer par un... C'est parti. Donc, je vais juste changer, c'est curieux que ça ne soit pas trois petites cases, ici de réglage. Et c'est parti. Alors, indépendance de deux événements. Alors, d'autant plus, ça me plaît que quand on a renforcé l'enseignement des probabilités au lycée et en particulier donc en classe prépa, parce qu'en maths P, il n'y avait pas de probabilité avant 2013, il y en avait dans les prépas HST et les IPST, on nous a expliqué avec raison que ça avait un intérêt aussi pour la formation du citoyen. Alors, si vraiment, effectivement, il y a une notion de proba qui a un rôle important, dans cette optique de formation du citoyen, c'est l'indépendance. Pour d'ailleurs comprendre intuitivement qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Avec un exercice que voici, alors c'est pas moi qui l'ai inventé parce qu'il était dans le Terraché de première, donc dans les années 80. Donc ceux qui ont le même âge que moi ont peut-être connu, bien entendu, le Terraché qui était ambitieux, puisque le Terraché de première faisait 400 pages, et il y avait cet exercice. Sur une planète cohabitent les verts et les bleus. On suppose que 80% des verts sont pauvres et que 80% des pauvres sont verts. Alors peut-on en déduire qu'il y a une discrimination raciale sur cette planète? Donc intéressant parce que effectivement, bon, pas besoin d'inciter plus pour tout le monde voit évidemment le rapport avec ce que j'en parlais de citoyenneté, et aussi vous avez remarqué que c'est une question ouverte. Voilà, on ne dit pas montrer ceci, montrer cela, c'est peut-on les dire, il faut l'interpréter. Et effectivement, les élèves, des fois, ils n'aiment pas les questions ouvertes. Alors, puisque je parle de représentation graphique, bon, juste avant, sans surprise, petite notation, V, ça va être l'événement être vert, et R, être rouge. Alors, évidemment, pas besoin de prendre une notation spécifique pour être bleu, puisque c'est l'événement contraire, ça sera V bar. Et vous aurez R bar. Voilà. Donc, avec un arbre, alors je vous le dis tout de suite, moi, je ne suis pas fanatique des arbres. Alors, les gens de ma génération, qui ont dépassé la cinquantaine, mettons, par exemple, et peut-être même des gens un peu plus jeunes, mais lors de leurs études, en tout cas dans le bac, on faisait un peu de proba, mais moi, il n'y a pas d'arbre proba à l'époque. Non. Voilà. Donc, voyons voir. Alors, évidemment, on peut peut-être décider ça. Oui, parce qu'évidemment, on a deux critères dichotomiques. Alors, si on commence par le critère de la couleur de peau, d'abord, deux cas, incompatibles, exclusifs l'un de l'autre. Donc, soit il est vert, soit il ne l'est pas. Et après, évidemment, le deuxième critère, il entre en ligne après, soit il est riche, soit il ne l'est pas. Et ici, idem. Donc, les probabilités conditionnelles qui sont données dans l'énoncé, j'ai dit 80% des verts sont pauvres, voilà, R bar, donc c'est ici. Et donc, évidemment, 20% des verts sont riches. Et tu aurais pu faire l'autre arbre, puisqu'avec la deuxième information, tu pouvais faire d'abord riche par riche et... Ah, mais d'accord. Donc, il est là. Donc, on t'avait dit qu'on t'interromprait. Voilà, 80% des pauvres sont verts et donc 20% des pauvres sont bleus. Mais ça ne suffit pas ça n'aide pas tellement quand même pour répondre à la question. Donc, évidemment, la représentation graphique également que l'on voit souvent avec l'univers dessiné à plat sur sa feuille de papier. Voilà, donc vous allez souvent voir ça. Alors, évidemment, c'est assez abstrait parce qu'il faut faire comprendre aux élèves, évidemment, que déjà ce que c'est qu'univers, l'ensemble des éventualités, c'est pas facile, rien que de savoir ce que c'est qu'une éventualité, leur faire comprendre qu'un événement, c'est un ensemble d'éventualités.
Donc, une fois qu'on a fait comprendre ça, évidemment, on dessine potentiellement comme en théorie des ensembles plus généralement. Donc, voilà, V, un ensemble, R, un ensemble. Souvent on dessine ça, mais finalement, là, on a dessiné un cadre, un carré, vous avez compris que ça allait être l'univers. Ouais. Voilà, c'est l'univers. Mais vous auriez on enlèverait le cadre, on aurait une figure qui correspondrait à ce qu'on dessine aussi souvent, si on veut montrer deux ensembles qui ont une intersection non vide, par exemple. Voilà. Ben oui, parce qu'on ne voit pas trop, on n'assiste pas. Tu as le troisième diagramme où tu peux faire carrément le tableau croisé. Oui, mais hop. Ah, d'accord. Donc, si on fait comme ça, on peut mieux comprendre que ce sont des parties voilà. d'oméga. Voilà. Je suis d'accord. Effectivement. Alors, l'autre avantage de faire comme ça, c'est que je peux enrichir mon code graphique. Parce que ici, j'avais les verts. Bon, et vous avez compris que ce qui reste en blanc, c'est l'autre couleur, c'est les bleus. Bon, ben, je pourrais le mettre en bleu. Mais alors là, les riches, je les ai assurés, et bien je pourrais assurer d'une autre manière les pauvres. Et hop, comme ça, il y a un code graphique pour les 4 événements, parce que c'est 2 critères binaires croisés, évidemment, la richesse, la couleur de peau, et donc évidemment, il y a 4 événements que voici. Donc ça, l'avantage, parce que si vous faites comme ici, oui, hein, bien entendu, tout ce qui est en blanc, vous mettez en bleu, et après, le complémentaire de cet ensemble-là, l'assuré de l'autre, avec un autre code de hachure, mais souvent, c'est assez rare qu'on le fasse, on ne le voit pas trop souvent, parce que c'est pas très visuel. Oui, le R-bar intervé bar est plus facile sur ton tableau croisé que sur ton diagramme de veine. Et même pour, souvent on utilise cette notation, cette façon pour les systèmes complets d'événements. Ah oui, bien sûr. Tu vois, oui. pour bien montrer qu'il y a non-intersection. Voilà. En revanche, François, je note que autant sur l'arbre, tu as attribué des données numériques qui sont manquantes dans tes 2 nouvelles représentations graphiques. C'est-à-dire que l'arbre a permis, dans tes chemins intermédiaires, de mettre une proba conditionnelle. Tandis que là, sur tes diagrammes... Alors ça, c'est un argument en faveur de l'arbre. Attendez, c'est que l'autre chose, c'est que la question, si on revient à la question énoncée, que peut-on conclure? On a envie de se demander est-ce qu'il y a discrimination? Et il y a discrimination s'il n'y a pas indépendance, c'est ça, entre les 2 critères qui sont la richesse et la couleur de peau. Alors, visuellement, on voudrait évidemment visualiser, mais tout le monde sait comment on le visualise, l'indépendance. Et quand c'est indépendant, c'est orthogonal. Et alors là, les valeurs numériques, je ne les ai pas faites apparaître ici, parce que, effectivement, je n'ai pas été assez soigneux en préparation de mon outil diaporama, mais ici, l'idée, et alors là, j'ai fait quand même le calcul numérique, là, je suis, alors les verts, ici, 80%. Donc c'est juste. 80%. Et donc, évidemment, on comprend pourquoi là, il y a indépendance, mettons, de l'événement V avec l'événement R, puisque la probabilité, on l'interprète comme l'air de la partie du plan, et l'air de ce rectangle, parce que c'est rectangulaire, alors que là, ça n'était pas, c'est évidemment le produit de la longueur et la largeur du rectangle, et donc de la proportion de vert, donc la probabilité d'être vert, et puis la proportion de riche, la probabilité R. Voilà. Alors là, par contre, le gros avantage, c'est que cette visualisation de l'indépendance, s'il y a indépendance, on ne la voit pas du tout sur l'arbre. Ça, là, impossible. Et alors d'ailleurs, je fais remarquer qu'on note V. Alors c'est moi qui ai fait V, pas V orthogonal à R. Alors dans le supérieur, avant le bas, je ne sais pas, mais dans le supérieur, on nous a mis un symbole qui nous prouvera maintenant une petite variante par rapport, c'est pas pour éviter l'ambiguïté quand même, le symbole d'orthogonalité, mais une petite variante, et voilà, on l'utilise pour dire que 2 événements sont indépendants. Bon, après, il faut expliquer aux élèves que, évidemment, on n'a pas le droit de dire A indépendant de B et d'enchaîner avec, comme ça, symboliquement, B indépendant de C. Parce que c'est pas transitif. Donc, on n'écrit pas ça.
D'ailleurs, ça serait tendancieux, parce que A indépendant de B, je veux bien, B indépendant de C, je veux bien, mais ça ne garantit absolument pas que A est indépendant de C, hein, évidemment. Et si c'était l'orthogonalité des vecteurs, il est évident que U orthogonal à V et que V à son tour est orthogonal à W, ça ne garantit pas que W est orthogonal à U, même si c'est possible en 3D. Bon, et de toute façon, même si on avait A, B indépendant, B, C indépendant et A, C indépendant, Oui. ils seraient deux facteurs indépendants, il ne serait même pas la garantie qu'ils soient Mutuellement indépendants. Bon, donc, alors l'autre avantage quand même évidemment de cette figure, c'est que... C'est de voir les proportions d'air là pour oui, il y a que des c'est ça. proportions d'air, et c'est pas par hasard, hein, c'est la même théorie ultra-mathématique, mais c'est la même théorie de la mesure de Lebesgue pour l'air des parties du plan et les probabilités dans les univers probabilisés. Parce que la définition de probabilité, c'est exactement une mesure telle que la mesure de la partie pleine vaut 1. Ça ne va pas plus loin. Dans une probabilité, c'est vraiment une mesure au sens de mesure de Lebesgue. Donc, c'est pas par hasard. Mais bon, ce n'était pas tellement ça, surtout, qui m'intéressait. C'est que l'autre chose aussi, bien sûr, c'est qu'on voit tout de suite qu'il y a indépendance des deux critères. La couleur de peau, indépendant de la richesse. Voilà, statut social. C'est-à-dire que là, visuellement, on comprend tout de suite que V être indépendant de R, c'est équivalent à V indépendant de R bar. Même si, évidemment, on peut le démontrer algébriquement avec un petit calcul en utilisant la définition. Et ensuite, également, on arrive au fameux tableau. Voilà, c'est qu'on peut faire ce tableau-là, s'il y a indépendance, hein, on va s'en dire, où il y a les 4 nombres dans les 4 cases, et ici, où il y a indépendance des critères, avec les valeurs que j'ai mises, et bien, ok, chaque case a un nombre qui est égal au produit des deux, là, qui sont dans la marge en bleu. Donc 0,2 fois 0,8, ça fait 0,16, etc. Donc, c'est très visuel. Donc, il y a indépendance lorsque cette table, ce qui est le cas ici, la table, et en fait, une table de multiplication, moi j'appelle ça une table de multiplication avec les élèves, ça fait référence aux tables de multiplication dans la présentation qu'on appelle des fois présentation Table de Pythagore, oui, c'est ça. Qui est, je pense, quand même la plus recommandable. En tout cas, celle qu'on donne sans doute le plus souvent aux élèves. Voilà, où on fait dans chaque case le produit des nombres correspondant à la ligne et à la colonne de la case. Et alors, si on parle de matrice, ça équivaut à dire que la matrice est de rang 1. Ah, voilà, paf. Donc, comme mes élèves à moi, ils doivent savoir ce que c'est. Ok, de toute façon, elle ne peut pas être nulle. Donc, ok. Et, très bien. Bon, vous avez quand même évidemment envie que je réponde à la question telle que s'était posée l'exercice de M. Terraché. Et en fait, la réponse, c'est... d'abord, on voit la figure, là, il y a un gros avantage. C'est que je vois qu'il y a 4 nombres correspondant à 4 R. Donc, je voudrais maîtriser la situation et je voudrais connaître les 4 nombres. Voilà. Alors, tout est possible suivant les exercices. Alors, vous avez dit, il y a 4 paramètres. Ah, non. En fait, il n'y en a que 3. Parce qu'il n'y a pas 4 degrés de liberté. Il n'y en a que 3, puisque, évidemment, il y a une contrainte. Et que la contrainte, c'est que la somme des 4 vaut 1, parce qu'une probabilité est toujours normalisée. Donc, finalement, c'est quand même un problème à 3 degrés de liberté. C'est les termes qu'ils emploient, vous savez, en mécanique, en cinématique, des systèmes avec des liaisons entre pièces. Donc, et alors déjà, quand je vois l'énoncé de M. Terraché, je n'ai que 2 nombres. 80% des pauvres sont verts et 80% des verts sont pauvres. Donc, par conséquent, c'est assez douteux que je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Alors attention, peut-être qu'on pourrait répondre, ça dépend les nombres. Répondre à la question, les variables aléatoires sont-elles indépendantes ou pas? Bien sûr, les 2 critères sont-ils indépendants ou pas? Parce que si on vous avait donné, par exemple, vous avez dit 80% des pauvres sont verts et 90% des gens, des habitants de la planète sont verts, on m'aurait donné 2 nombres et c'est pile 2 nombres qu'il me suffit de comparer pour savoir s'il y a indépendance ou pas. Et en l'occurrence, il y aurait eu indépendance puisque la proportion de verts parmi les pauvres est exactement la même dans l'exemple oral que j'ai dit que la proportion de verts sur la planète. Donc ni plus ni moins, comme on dit,
même proportion que dans la population totale. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a que deux données qu'on ne peut pas conclure. Non. Mais en fait, ici, on voit vite que non, on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure. Il est tout à fait possible qu'on choisisse un contre-exemple avec des valeurs numériques, c'est ici, où il y a indépendance des deux critères. Et en fait, on peut aussi prendre d'autres valeurs pour lesquelles il n'y a pas indépendance. Voilà. Donc c'était aussi ça peut-être la particularité de l'exo. Donc, juste avant de conclure sur l'exo, vous dites que si vous avez trois événements mutuellement indépendants, comment on représente ça? Ben voilà, paf, avec une figure en trois dimensions. Alors évidemment, c'est là où il devient plus difficile, surtout si après on voulait passer dans la quatrième dimension. Mais j'en reparlerai juste après. Voilà, bon, la réponse à la question de l'exercice, c'est on ne peut pas conclure sur l'indépendance ou la non-indépendance des deux paramètres, car ici, il n'y a pas cette information. Tu allais vite là sur les volumes parce que tu fais des rapports de volume où tu aurais des égalités de rapport 2 à 2, donc 3 rapports qui seraient égaux 2 à 2, mais qui n'auraient pas mutuelle indépendance. Et ça, tu le verrais géométriquement sur ton parallépipède. Ils sont 2 à 2 indépendants, mais pas mutuellement indépendants. Tu le verrais sur tes rapports de volume, là, sur ton pavé droit, là. Non, je ne crois pas. 2 à 2 indépendants, mais pas mutuellement indépendants. Géométriquement. Oui, mais de toute façon, même géométriquement, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne vais pas poser la question. Il faut savoir que de manière probabiliste, dans les situations concrètes, il faut aller chercher des choses assez pointues. Vous l'avez montré, Jean Rocher, il l'avait montré, oui. Mais c'est rare. C'est un niveau assez subtil quand même. Avec les histoires de lampes et tout ça, là, c'est ça? Oui, ouais. c'est subtil. Ok. Bon, donc... Mais je vais revenir à volume, parce que ça ne répondra pas à la question qui vient de poser. Donc, bon, ça c'était pour des événements. L'autre avantage, c'est qu'après, il y a aussi les variables aléatoires. Indépendance de 2 ou 3 variables aléatoires. Mais qu'est-ce qu'on fait? On en a deux. Donc ici, vous avez deux variables aléatoires, x, qui prend 3 valeurs. Bon, tout à l'heure, il y avait deux variables aléatoires, mais elles étaient dichotomiques. Vous savez que deux valeurs, couleur de peau, niveau de richesse. Bon, c'est quand même des variables aléatoires. C'est plus intéressant quand même ici où il y en a. Elles prennent 3 valeurs. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne, si on a dans le programme de maths à enseigner les couples de variables aléatoires finies, ou même discrètes, on donne ce qu'on appelle la table de la loi du couple. On appelle des fois la loi conjointe. Donc là, c'est la loi du couple. Et évidemment, on présente ça dans un tableau à double entrée. À double entrée, ça veut dire qu'il y a des en-têtes de ligne, des en-têtes de colonne. Bon, c'est pas comme une grande liste d'élèves, on n'aurait que des en-têtes en haut, c'est pour ça que c'est un tableau à double entrée. Et l'avantage, c'est que là, on va tout de suite sur la table de la loi conjointe, comme on dit, du couple, c'est-à-dire la loi du couple. S'il y a indépendance des deux variables aléatoires, parce qu'il y a indépendance, c'est seulement si chaque case a à l'intérieur un nombre, c'est une probabilité qui le produit. Des marges. Ah oui, des marges. Et les marges qui sont les lois de x et y, qu'on appelle d'ailleurs pour ça les lois marginales, parce que c'est dans la marge. Alors là, j'ai pris un exemple, j'espère ne pas tromper. 1/5 pour un quart, ça fait 1/20. Donc ici, effectivement, les deux variables aléatoires x, y sont indépendantes. Et en fait, mathématiquement, ça correspond à une table qui est une matrice de rang 1 également. Et alors, si vous voulez, au lieu de faire avec 3, pourquoi pas faire avec 20 carrément, clac. Voilà, donc x de 1 à 20, y prend 20 valeurs aussi, et là, au premier coup d'œil, vous voyez qu'elles sont indépendantes. Vous êtes surpris? Bon, vous allez dire une convention. La convention, c'est quoi? C'est qu'il y a un nombre entre 0 et 1. Ben, au lieu de représenter le nombre, j'ai mis une densité de couleur bleue. Donc, si 0, il n'y a pas de couleur bleue. Et si c'est proche de 1, et en fait, je l'ai fait informatiquement, évidemment, ce tableau. Et là, on voit que c'est indépendant parce qu'effectivement, s'il y a une ligne qui x égale 12, c'est peu probable.
Donc le coefficient est relativement proche de 0, et donc quand on multiplie, Ça éclaircit les colonnes, quoi, ça éclaircit les colonnes. par intersection. Et donc moi je leur montre rapido parce que les élèves, là, quand on a on voit bien tout de suite qu'il se passe quelque chose, on voit tout de suite l'orthogonalité, et déjà on appelle ça, typiquement les élèves... T'aurais eu des répartitions aléatoires de tonalité, de valeur, en termes clair foncé, t'aurais pas eu indépendance, quoi. Ouais. Non, c'est beau ça. J'avais jamais vu ça. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je l'ai fait informatiquement, c'est vraiment le produit. Hein. J'ai une fonction qui met l'intensité de bleu entre 0 et 1 avec le code couleur. Et je fais faire informatiquement, et c'est le produit des noms que j'ai cachés là et là. Donc, c'est exactement ça. Voilà. Et évidemment, une fois de plus, on voit l'orthogonalité. Donc, ensuite, tac, alors en 3 dimensions, évidemment ça se complique un peu. Et a fortiori, si c'est en 1 dimension, on voit un exo, alors là ça va être un peu plus compliqué. Une grenouille se trouve à une distance 1 mètre de la rivière. Elle fait des sauts, boing, boing, boing. Et la longueur des sauts suit la loi uniforme sur 0,1. Bon, après, évidemment, ce n'est pas une variable aléatoire discrète, puisque ça prend potentiellement toutes les valeurs entre 0 et 1, un continuum de valeurs, pour ça qu'on dit que c'est des probas continus, mais enfin bon, évidemment, les élèves comprennent très facilement ça. L'intuition est très facile pour les élèves, bien sûr. Alors, par contre, l'exercice, je ne dis pas. Quelle est la probabilité qu'il lui faille plus que n sauts? Voilà, n est fixé. Quelle est la probabilité qu'il lui faille plus que 10 sauts? En fait, on peut même après continuer et calculer, par exemple, le nombre moyen de sauts qu'il lui faut. Et c'est assez joli parce que le moyen de saut qu'il lui faut, c'est E. 718 et quelques. Mais non. Alors c'est le moyen de saut, quoi. C'est un calcul d'espérance sur... L'espérance de la variable aléatoire, qui est le nombre de sauts. Saut. Oui, mais regardez. Alors, je propose de noter x1, x2, x3, xn, la longueur de chacun des sauts. Bon, ce sont des variables aléatoires, mais j'ai entendu qu'elles sont indépendantes. Bon, moi, je suis entendu. Après, c'est vrai que dans un sujet d'énoncé à donner aux élèves, je le répète quand même écrit. Hein. Bon, mais là, je vous dis un peu abrégé. Donc, évidemment, probabilité que au bout de n sauts, elle ne soit pas encore à la rivière. Bon, où est-ce qu'elle est au bout de n sauts? Elle a évidemment fait la somme des distances qu'elle a réussi à parcourir au premier, au deuxième, au troisième, jusqu'au énième saut. Donc, il s'agit de calculer la probabilité que la somme soit strictement inférieure à 1. Bon, on va être strictement inférieur ou inférieur ou égal, ici la probabilité c'est 1. Hein. Bien sûr, ce n'est pas la question. Alors, ce n'est pas très très facile hein, quand même de répondre à ça, mais ce qui est intéressant, c'est déjà le cas n égale 2. Alors, n égale 2, voilà. Donc, les deux variables sont indépendantes, x1 et x2, prennent des valeurs entre 0 et 1, d'où l'orthogonalité. Et voilà. Et en fait, x1 plus x2, donc j'y arrive, on veut calculer que ceci, et voilà. Donc c'est la probabilité que x1 plus x2 soit strictement inférieur à 1, probabilité qu'après 2 sauts, elle soit encore en deçà de 1 avant la rivière. Ben voilà, puisque x1 plus x2 égale 1, ben c'est l'équation cette droite. Cette droite. Donc, une égalité, bon, évidemment, ça fait un demi-plan. C'est évident, c'est ce demi-plan-là. Pas très difficile. Et donc, la probabilité que x1 plus x2 soit inférieur à 1, c'est l'aire de cette portion du plan. Bon, c'est un demi. Voilà. Génial, cette interprétation. Donc, ce qui est intéressant, c'est en dimension 3. Parce qu'en dimension 3, évidemment, il faut... un plan, ouais. Si je veux 3, de toute façon, c'est comme quand x plus y plus z égale 1. Et donc, tu as ton plan diagonal, là. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Donc, l'origine qui avait ici l'origine, c'est le point O qui nous oui, dans le coin de la pièce. Donc, ce que j'ai dessiné, bon, c'est le triangle qui est l'intersection d'un plan, évidemment, avec... Et là, c'est le... Ouais. Et en fait, la zone, ici, l'air, qui correspond à l'air d'ici, ben, c'est un volume, c'est une partie du cube qui a un certain volume, et c'est ce qui est derrière. Hein. C'est, oui, O, A, B, C. Voilà, c'est un tétraèdre,
C'est tétraèdre tri-rectangle, et là, tu as un sixième, là, ça va être un sixième, Oui, puisque... Alors, c'est pas très facile hein, pour les élèves de comprendre que ça fait un sixième, c'est pas si évident. D'accord. Bah, non, non. Je veux Oui, dire, mais là, c'est le on volume pense du- à oui, un oui, demi, oui, ou oui, alors, il y a un problème, s'ils ne voient pas que ça, c'est un demi de l'aire du carré. Oui, Tandis que là, C'est plus si difficile. on ne l'a jamais dit, oui, oui, parce que je ne sais pas si vous avez déjà dessiné les 50 tétraèdres de même volume. oui. Non, mais Et ils peuvent le imaginez trouver... que bah, les 6 tétraèdres, vous avez déjà coupé un cube en 6 pour avoir les 6 comme ça. Pas facile, hein? non, mais par contre, ils font base fois hauteur divisé par 3, ils savent. Oui, non, non. Mais pour le comprendre géométriquement, tu as raison. Oui. ouais. Voilà. Et donc, mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on fait en dimension de 4, le visualiser. Ouais, c'est sûr. Hein. oui, non, le calcul, on va savoir le faire. Non, ça, oui, je suis d'accord. De le visualiser Après, en 6, oui. effectivement. C'est 1 sur n factoriel, en dimension n, quoi. Ouais, 1 sur c'est n ça. factoriel, d'accord. C'est un Après, sur tu un fais la somme des factoriel. 1 sur n factoriel qui fait e, quoi. D'accord. Oh là là, ah oui, t'es déjà là. Un demi, un sixième. Ouais, Alors en ça, dimension ça, 4, ça, on Un le sur voit 24, plus. 1 sur 70. Et en fait, c'est Ouais, mais alors un hyper volume d'un simplex Oh là en là. dimension n. Oh là là. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Oh là là, et il nous fait un beau changement de cadre là. Oui, voilà. Et en fait, bon, je ne vais pas le faire, mais C'est des on combats. pourrait presque le faire. Ah non, par c'est chouette là intégral. d'avoir la vision géométrique. On peut le faire à la main, hein, il n'y a pas de grande théorie. Comment on calcule le volume? On le coupe en petites tranches horizontales, ici. Ouais. Et chaque petite tranche, c'est comme ceci. Bon, et bien en dimension 4, le simplex, Oui. eh bien, on le coupe en tranches, selon la quatrième dimension, et chaque tranche, c'est quoi? C'est un hypervolume comme ça. Donc après, il ne reste plus qu'à intégrer. Donc tu as plein de tétraèdres que tu as... Non, en fait, Vn plus 1, c'est la somme pour la quatrième composante, la n plus unième coordonnée, de 0 à 1, Oui. de tranches, mais les tranches, c'est en fait Vn, ben non, Vn, vous allez dire, Vn c'est ça correspond à l'aire de la tranche, mais comme au niveau de 0, parce qu'après ça Ah oui, oui, décroît. ça décroît après, oui. Et ça décroît linéairement quand x augmente. Oui. Seulement, ça décroît linéairement quand x augmente parce qu'on est ici. Tandis que, comme ça décroît en x exposant n, quand on est au niveau d'un hypervolume de dimension n. Tu m'as perdu là, le x puissance n. Je comprends que x puissance n décroît sur 0,1, c'est pas ça, mais... C'est que ça, c'est l'hypervolume de dimension, une tranche. Voilà. Et si tu raisonnes en termes, alors on comprend que quand x augmente, alors soit de 0 à 1 ou de 1 à 0, ça varie de l'hypervolume qui est là jusqu'à 0. Et pour avoir le x exposant n, Tu le plus découpes simple, comme Oui. ça, Oui. sur le fond. en tranche horizontale comme Ok, ça. en tranche Moi, j'ai toujours pas horizontale. compris pourquoi. Par exemple, pour passer, C'est pour ce qu'on voit, pour passer du K2 au K3, tu aurais V3 égale X. intégrale de 0 à 1 V2 x2 dx. Donc explique-nous par exemple le V2 x2 Je me dx. suis trompé, hein, Non, mais c'est prévu- pas parce que... non, je n'avais pas prévu de répondre à ça. V3, volume 3, V2, 1,5. Donc, x. J'ai raison que je comprends pas. dx. Donc, V2, x carré. Donc En V, fait, V2, ça là- serait l'aire de ton triangle là. Un demi. A au B. Là, V2, c'est l'aire du triangle. Et Oui. Un demi. comme c'est... Oui, c'est un demi. Et comme c'est en mètres carrés, c'est en termes d'unité physique, c'est une aire. C'est en mètres carrés. Comme c'est en dimension 2, c'est 2 ici. Parce que, au fur et à mesure que je déplace x, eh ben, il y a un effet homothétique de proportion par rapport à x selon les deux dimensions, selon le x et le y. C'est pour ça que c'est proportionnel. Oui, les aires, tu multiplies par K carré, les volumes par K Oui. au cube, etc. Ouais, c'est un peu ça, oui. Ouais. Bon, c'est quand même avec les mains, je suis d'accord. Mais Bon. c'est un peu avec ça et ça fait direct 1 sur 1 plus 1.
Bon. Mais à la base, c'est plutôt 1 moins x dans l'intégrale. 1 moins x puissance Oui, c'est n. un moins x. Pour C'est un moins respecter x. le Très truc. juste, très juste, c'est un moins x. Mais oui, sinon, ouais. 0, ça te C'est fait mieux. v machin. Et d'accord. Voilà, comme ça. Ok. Oui, parce Ce que qui c'est- change rien par changement de variable après. Voilà, tu Oui, comprends voilà. le truc. Ouais, ok. Oui, tout à fait, oui, c'est mieux comme ça, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est un peu avec les mains, mais c'est ça, hein, l'esprit qui est derrière. Et après, c'est pour ça qu'il y a la somme que ça fait E. Ok. Mais mon propos, c'était de montrer qu'en dimension 3, eh ben, l'interprétation, évidemment, non seulement est encore valable, mais est encore efficace dans certaines situations. Concrètes quand même. Voilà. Pas des choses artificielles. Donc, alors les arbres, moi, je n'en suis pas fanatique, surtout que je suis dubitatif sur l'efficacité. Alors, un exercice très classique. Mais excuse-moi, mais pour revenir à ce que Oui. tu disais tout à l'heure, que la probabilité du saut, Oui. qu'elle n'ait pas encore franchi la rivière au bout Oui. de saut, c'était petite. C'était quoi ta réponse? E. Parce que, Ouais, mais ça ne veut pas être une probabilité, ça. si, 2,718, nombre moyen. Non, c'est pas une probabilité, c'est la valeur, Ah oui. l'espérance du nombre moyen de saut. Ah oui, d'accord, Ouais. c'est une espérance, ouais. Les Ok. gens- Donc, l'espérance, c'est probabilité que x soit supérieur ou égal. C'est la somme des p de x plus grand que n. Oui, c'est ça. Donc, somme C'est ce qu'on a jusqu'à fait hier, mais l'infini des probabilités que x plus grand que n. À partir de 0 aussi. Mais justement, je suis en train de réfléchir parce que c'est là où il faut se méfier. On Ouais. commence à 0 ou on commence pas à 0 ici? Mais de toute façon, P de x supérieur à 0. Ah non, tu es sur la loi uniforme 0. Hein. P de x supérieur à 0, c'est pas l'événement certain, ça, x supérieur à 0? Oui, parce que x. Parce que qu'il fasse x égale à 0, c'est nul comme probabilité. Prend ses valeurs dans n. Donc. Mais ici c'est nul, donc ça change rien. Ça change rien ici sur du continu. Ouais. Donc, et après, ben voilà, et ça c'est 1 sur n étoile, 1 factoriel, pardon. Et ça fait un Oui, nombre tu moyen peux bien de partir de sauts zéro, qui est égal à ouais. E. Ouais, d'accord. Un nombre moyen de saut qui est égal à E. Voilà. Donc, oui, on ne s'attend pas à voir arriver le nombre E, mais comme tous les élèves, ce sont des scientifiques, donc on ne s'étonne plus. Rien, on prouve et on justifie et après on est convaincu. Si on a justifié correctement, n'est-ce pas? Mais alors, c'est vraiment, ça devient très très improbable. Très vite, quoi. C'est. Bah, de toute façon, vu qu'elle n'est qu'à 1 mètre et qu'elle fait des sauts qui potentiellement Ils peuvent déjà l'avoir en un coup. À 1, Ouais, oui, d'avoir. voilà. Que ça Donc, en peu de sauts, elle y arrive, quoi. Sur 2 de dépasser un demi. Deuxième saut, elle n'a pas tant que ça à faire. Ouais, ouais. Donc, Ouais, ouais, par c'est. exemple, Ouais, c'est. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais, Par c'est. exemple, c'est- le saut Ouais, qu'elle a à ouais, faire. ouais, ouais. D'accord. Voilà. Alors, chaîne de Markov, en dimension 2, grand classique, on va même savoir ce qu'on appelle une chaîne de Markov, pour faire ce genre d'exercice que tout le monde a fait, que l'on peut faire dès la terminale, avec des questions éventuellement. Donc, on considère un fumeur. Si un jour il a fumé, la probabilité qu'il fume le lendemain est de 80%. Et en revanche, s'il n'a pas fumé, je me suis trompé, là j'ai fait une petite faute de frappe, cette probabilité n'est plus que de 40%. Je me suis trompé, je sais que dans ma tête, je voulais mettre 40%. Voilà. Puisque, en quelque sorte, il est déjà moins accro à la nicotine. Le jour 1, il fume. Voilà. Calculez la probabilité qu'il fume le jour N. Alors moi j'écris comme ça parce que le premier jour, c'est un peu ambigu, parce que le premier terme, une suite, je ne sais pas si c'est 0 ou si c'est 1. Si c'est U0 ou si c'est U1, et les élèves, après, certains, ça ne les tracasse pas, ils ne font même pas attention Ouais, au rang, en fait. pour une loi géométrique. Pardon? Ouais. Bon, mais ce n'est pas le propos, effectivement, mon propos c'était probabiliste. Alors avec un arbre, oui, bon, alors on peut dessiner ça. Ça aide pas énormément quand même, hein. Non, mais alors là, par contre, François, on fait pas. Faites pas ça. On fait, non. Faites pas ça. Si Ah, tu on veux, fait on ça. fait pas ça. Faites ça. Exactement. Oui, exactement. Ah oui. Ah, bien sûr, on fait l'arbre d'hérédité, si tu veux, entre deux états, et puis on fait le graphe Et probabiliste. vous dessinez ça, On fait le graphe avec. Oui, mais vous dessinez ça ou le graphe, je vais le montrer après, bien sûr, ou vous dessinez
Ça, Ah, le, ça. c'est le dernier encadré, c'est ça. Ah non, on ne met jamais l'intersection sur un nœud. Enfin, c'est logique, puisque sinon. Non, parce qu'on veut mettre le nombre est une proba conditionnelle d'un événement sachant l'autre. Donc on fait vraiment celui qui est encadré en bleu. Bon, Hein, c'est ça, d'accord. Corinne. Ouais, ah oui, Ouais. oui. Ah oui, oui. Bon, ben, ok. Pardon, On montre la ouais. partie héréditaire. Ouais. Bon, d'accord. Et sans l'intersection, parce qu'en fait, sur les branches, on met la probabilité de l'événement qui suit, sachant l'événement précédent. Bon, ben, d'accord. Bon, après, moi, évidemment, vous appliquez la même formule que moi, la formule probabilité totale avec composition. Ouais. Alors, j'ai mis une tête de mort, non pas parce qu'il ne faut pas l'utiliser, mais au contraire, c'est le plus important. Celui qui ne connaît pas la formule probabilité totale et composée, il est mort. Pour le cours de proba, hein, voilà, pour l'interro de proba, j'entends, hein, pour le reste. Donc, moi, même à bac plus 2, question de cours, en colle, donnez-moi l'énoncé du résultat le plus important du cours de proba. Voilà. Si c'est pas, vous ne connaissez pas, vous avez des points en moins, on passe à la question suivante. Oui, mais pour te provoquer, en quoi l'arbre dit bien, mais le fait qu'il est filmé au N+1e jour, Oui. Ben, ça dépend de ce qui s'est passé au 1e jour. Il fume le N+1e jour et il a fumé la veille, ou bien il a fumé au N+1e jour et il n'a pas fumé la veille. Et donc, c'est quand même visuel, la probabilité au total sont visualisées quand même. C'est une technique d'écrire la formule, mais ne vous apporte rien pour savoir la chose importante qui est, en fin de compte, le système complet d'événements, quoi. Ben, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Parce qu'une fois, c'est ça le plus important. C'est ça qui t'autorise à le faire, cet arbre, parce que. Ah oui, voilà. D'autant plus qu'ils font des fois. Alors ça, c'est justement sur des problèmes où tu as des événements intersections non vides, mais dès la classe de seconde, où tu as ceux qui ont des difficultés en maths, tu as ceux qui ont des difficultés en français, puis tu as ceux qui ont des difficultés en maths et français, et ils te font une branche avoir des difficultés en maths et une branche avoir des difficultés en français. Et donc ça ne s'exclut pas, et donc ils embranchent des choses qui ne sont pas incompatibles. Et donc voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, et alors la formule, en fait, je ne l'écris pas comme ça, je me suis loupé. Évidemment, je l'écris les probabilités conditionnelles, je ne mets pas le Fn en indice, parce que dans l'enseignement supérieur, après on ne met plus. Je sais très bien pourquoi on met en indice dans un premier temps dans le cours de proba. C'est pour éviter que les élèves ne croient, les débutants bien sûr, que Fn+1 bar Fn serait un événement. Et oui, ils confondent avec, par exemple, A inter B, c'est un événement. A union B, c'est un événement. Ah, la barre, sachant le. Ouais, d'accord. Oui, c'est pas un événement. Voilà. Moi, tu vois, je ne le voyais pas comme ça. Je le voyais exactement comme dans la construction de l'arbre. Quand tu démarres ton arbre, tu ne mets pas oméga, tu ne mets pas l'univers, si tu veux. Oui. Et donc, quand c'est une probabilité sans condition, tu écris P de A, P de B. Oui. Et inversement, quand dans l'arbre, ce qu'on te disait tout à l'heure, c'est la probabilité de celui qui suit sachant le précédent. Oui. Donc là, c'est l'indice et c'est pour dire je change de registre, quoi. Si tu veux, je ne suis plus dans l'univers, je suis dans une partie de l'univers. Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs la définition de probabilité conditionnelle, c'est-à-dire on suppose que l'événement conditionnel s'est réalisé, c'est le nouvel univers. Donc l'indice, c'est pour dire je travaille dans cet ensemble-là uniquement maintenant, quoi. Oui, ben pourquoi pas. Moi, je le vois. Oui, tu as raison. Puis il y a aussi le fait que, bon, l'oblique là où la verticalité peut être utilisée pour la division, tu vois, le monde opératoire. Alors comme là, c'est une barre verticale, c'est pas une barre oblique. C'est pas une... Oui, mais quand tu mets 2 divise 6, tu peux tout à fait mettre une barre verticale. Mais si c'est par exemple avec un ordinateur, là, moi j'avais des élèves qui me mettent une barre oblique, je leur dis non, c'est pas une barre oblique. Je sais bien que c'est pas oblique, mais. Quand on dessine bien, on ne confond pas les barres obliques du tout. Hein. Mais oui, si c'est mal écrit, oui. Oui, il faudrait croire que c'est, je suis d'accord, une division d'événements. Chez le petit jeune, peut-être. Oui, la symbolique des opérations ensemblistes et puis sur les nombres eux-mêmes, il y a des grosses confusions, quoi. Mais c'était, nous, Corinne et Emmanuel, on a enseigné avec cette notation. Oui. Ah ouais, je me rappelle, ça a changé au cours de notre carrière, l'indissage. Mais on le retrouve même en STMG, cette écriture. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est plus récent, parce que historiquement, dans les livres de maths, c'est une barre verticale. Dans Hegel, là,
une barre verticale. Parce qu'en fait, ceux qui le font, par exemple, en chaîne de Markov, au bout d'un certain temps, c'est plus possible de mettre un indice, parce qu'un indice où il faudrait mettre xn égale 0, ça devient un lourdin terrible. Quoi. Voilà. Bon. Mais en fait, je l'ai dit dans l'autre sens. Parce qu'en fait, moi, je leur dis probabilité que fn plus 1. Vous savez que la probabilité qu'il fume le jour n plus 1. Ben, ça dépend de ce qui s'est passé la veille. Deux cas. Est-ce qu'il a fumé la veille? Bon. Oui, peut-être qu'il a fumé. Et quelle était la probabilité? Et j'ai mis P de Fn fois. Et effectivement, c'est dans l'autre sens. Là, je l'ai mis dans ce sens-là parce que dans ma tête, j'avais remplacé par les valeurs. Comme dans cette histoire des chaînes de Markov, les probabilités conditionnelles sont données dans l'énoncé, et c'est plus joli de mettre le 0,8 devant. Mais c'est vrai que quand je l'écris avec les élèves, j'ai dit P de Fn, après je dis, bon, P de Fn, ok, maintenant, ok, mais maintenant, fois la probabilité d'avoir Fn plus 1, sachant Fn. Bon, vous connaissez évidemment le résultat dans la formule. Bon, la probabilité de l'événement contraire, ça les élèves maîtrisent. Et on tombe sur le super-ético-géométrique, bien entendu. Donc, je n'ai pas même pas fini le calcul ici. Je précise simplement que c'est une chaîne de Markov de dimension 2, mais qu'il n'y a pas d'obligation à faire intervenir explicitement des matrices carrées d'ordre 2. Et que d'ailleurs, on ne voit pas deux suites, on n'en voit plus qu'une, parce que la deuxième suite, c'est la première, parce qu'en fait, il y a la condition indispensable de normalisation de la probabilité qui fait que ça fait tomber une inconnue et au lieu d'en avoir deux, on n'en a plus qu'une. C'est ça le pourquoi de chaîne de Markov en dimension 2. On peut toujours le faire, si on veut, sans les matrices, à condition d'utiliser la condition de normalisation qui est ici, en fait. Voilà, c'est ici la condition de normalisation. Ce qui fait que ce type d'exo peut être posé en spécialité maths en terminale. Voilà. Ça se fait. Voilà. Bon, alors effectivement, il y a le graphe. Le graphe de la chaîne de Markov. Bon, ça, ok, c'est une représentation graphique qui, effectivement, est fondamentale. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas de rapport visuellement direct, on peut pas dire quand même, avec l'application de la formule de probabilité totale et composée. Bon, mais évidemment. Mais attendez, j'avais une autre chose dont je voulais parler, à partir de proba, changement de point de vue, ça n'a pas un rapport direct avec ce qui est au-dessus. Mais vous allez voir. Donc, problème des lettres de relance. Voilà. Donc, cet exercice, alors c'est plus difficile quand même, hein, pas du tout au niveau terminal, et figurez-vous qu'il se trouve dans un des exos de la fameuse banque, fameuse pour nous, d'exos du concours CCIMP, puisque je te parlais au concours CCIMP, il y a une banque d'exos, et ils sont sûrs d'avoir un de ces exos sur 8 points à l'oral. Et parmi les 112 exos, il y a cet exo avec des questions et je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris parce que moi, je trouve qu'ils n'ont pas pris les choses du bon côté. Ils n'ont pas le bon point de vue. Alors regardons, EDF envoie à chacun de ses n clients sa facture. Pour chaque client, la probabilité que la facture soit payée dans la semaine vaut P. Normalement, tout le monde devrait payer. Au bout d'une semaine, on envoie une lettre de relance avec chacune d'entre elles, encore, mettons une probabilité P d'être payée. Bon, évidemment, on pourrait faire l'exo avec une autre probabilité. Voilà. Bon, évidemment, je n'ai pas mis la question, j'ai oublié, mais on note X le nombre de personnes qui ont payé. In fine, soit directement, soit après la lettre de relance, si vous voulez avoir la loi de grand X, combien de clients entre 0 et N. Voilà. Et alors, ils ont mis des questions que je n'ai pas mis détaillées. Ils ont fait une résolution horizontale. Bon, évidemment, en faisant allusion à ma façon de voir que j'ai mis sur ce dessin. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10 clients. La première lettre, et donc soit on ne répond pas, soit on répond. Vous avez compris? Soit on paye tout de suite, soit... On répond en payant. Donc, à ceux qui n'ont pas payé une deuxième lettre, celui-là, pas plus de succès, donc au bilan, il n'a pas payé. Lui, il a payé d'emblée. Voilà. Lui, il n'avait pas payé la lettre de relance, mais contrairement au numéro 1, il paye. Après la relance, donc, au final, il a payé. Ok. Donc, vous n'êtes pas très surpris. Et ici, il y a un calcul que je vais vous détailler sur ce PDF. Ce
diaporama, parce que là, ça fait des maths un peu plus sophistiquées. Donc, le P, c'est la probabilité qu'il paye le client dès qu'il a reçu une lettre. Bon, Q, c'est la probabilité, le complémentaire à 1. Donc, on peut se dire, est-ce que c'est la peine de prendre une nouvelle lettre pour si peu? Mais en fait, en proba, on s'aperçoit que souvent, au bout d'un certain temps, c'est pas inutile du tout. Bon, Y, c'est le nombre de clients qui ont payé après la première lettre. Voilà. Z, le nombre de clients qui ont payé après la relance. Je parle de ceux qui n'avaient pas payé. Au début, ils ont eu une relance. Et à ce moment-là, ils ont payé. Bon, et X, c'est ceux qui ont payé. Voilà. Au total, d'accord. Et voilà une application de la formule des probabilités totales qui est composée. Et ce qui se passe, c'est que si, et bien là, le système complet d'événements, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est N. Bon, en fait, je suis arrêté à K, ici, parce que j'aurais pu aller jusqu'à N, mais les probabilités conditionnelles, après, sont nulles. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir, au final, 12 personnes qui ont payé, si dès la première lettre, il y en a 18. Voilà. On ne peut qu'augmenter. Oui, bien sûr. Donc là, il y a 4 personnes qui ont payé. Donc, in fine, donc, combien avait payé I, c'est les valeurs de Y, ça ne peut pas dépasser K. Donc, c'est pour ça. Et en fait, eh ben, c'est pour ça que l'arbre, ça ne fait pas trop non plus, parce que quand il y a un système complet à 2-3 événements, l'arbre est utile. Mais alors, je n'ai jamais vu personne qui arrive à écrire la formule après avoir dessiné l'arbre avec N branches dès le début. Bon, d'ailleurs, là, ça serait N plus 1. Parce qu'il faut mettre des points de suspension. Bon, ok. Et attendez, parce que des fois, bon, après, ça dépend à quel niveau on enseigne, ça, je suis bien d'accord. Mais à bac plus 2, pour les miens, ben après, carrément, c'est une infinité d'événements. On fait un système complet d'événements avec une infinité dénombrable d'événements, c'est une suite d'événements. Et les élèves, quand ils ont l'habitude de cette formule, bon, ben, ils font la somme jusqu'à l'infini. Soit ils savent l'écrire avec. Et alors là, voilà, je l'écris comme je l'écris d'habitude, plutôt dans ce sens-là, spontanément. Donc, quels sont le nombre de personnes qui ont payé après la première lettre? Voilà, tous les cas sont possibles pour I, hein, pas tous les cas, mais ici pour I variante 0, un petit cas, probabilité que Y égale I, fois la probabilité conditionnelle, et voilà. Tac. Bon. Alors, X, c'est Y plus Z. C'est pas compliqué, donc X, il est là, je remplace Y plus Z. Alors ensuite, ah ben d'accord, mais là, évidemment, c'est probabilité conditionnelle, comme je dis aux élèves, pas avoir d'état d'âme, hein. Probabilité conditionnelle, on se place vraiment, on imagine que l'événement conditionnant s'est réalisé, pas d'état d'âme. Donc Y, c'est réellement I. Alors si c'est réellement I, et bien remplaçons le Y par I. Et on le fait passer de ce côté-là, et donc ça nous fait ça. Voilà. Donc, ok. Alors ensuite, on utilise, alors Y, c'est le nombre de clients qui ont payé dès la première lettre. Bon, évidemment, dans un cadre classique, on compte le nombre de clients qui ont payé dans un schéma de Bernoulli, après petit n et c. Donc, c'est exactement le loi binomiale, bien sûr, BNP. Bon, donc c'est pour ça que j'ai mis I parmi N, P, probabilité exposant I, probabilité complémentaire, exposant N moins I, c'est la loi binomiale qui est là. Alors ici aussi, c'est une loi binomiale. Attention, c'est un peu subtil, parce qu'en fait, Z ne suit pas une loi binomiale, mais c'est Z, la loi de Z, conditionnellement à l'événement Y égale I. Voilà, je ne l'ai pas marqué, mais j'ai donné la réponse ici, mais enfin, il n'y a pas besoin d'avoir ce terme un peu savant, conditionnellement à l'événement Y égale I, parce que, comme je leur dis aux élèves, pas d'état d'âme, Y égale I est réalisé. Maintenant, on raisonne dans ce contexte. Donc, il y a vraiment I clients qui ont payé la première après directement. Ouais, et donc, oui, c'est pour ça que tu N moins I. On envoie N moins I de l'aide de relance. Tout à fait. Et donc, K moins I, parmi N moins I, puis là, il y a les puissances. Les puissances, succès, échec, ouais. Donc, voilà. Donc, ensuite, il y a ce produit de deux coefficients binomiaux. C'est de l'algèbre. C'est l'algèbre, ça va arriver maintenant. Donc, on remplace par l'expression avec les factoriels. Bon, là, évidemment, N-I factoriel, ça va simplifier. Ça fait ça. Et là, paf, force l'apparition du K factoriel. Vous allez dire, mais non, pas très facile. Bon, alors même dans l'exo, la banque CCNP, en fait, il donne, montrer que, il donne le résultat.
Donc il n'y a pas besoin d'avoir l'initiative. Ah oui, c'est les coefficients multinomiaux, d'accord. Voilà. Et en fait, c'est pas tout à fait, mais c'est un quotient multinomial, mais même à bac plus 2, on n'a pas au programme. Mais en fait, c'est un quotient multinomial, c'est-à-dire combien de façons de répartir un élément en 3 catégories, ceux qui ont payé immédiatement, ceux qui payent après la relance, ceux qui ne payent pas du tout. Et tout coefficient multinomial peut s'écrire de plusieurs façons comme produit de coefficients binomiaux. Mais tu sais, ça revient à ce qu'avait fait Marie-Ève il y a 2-3 ans, là, tu te rappelles? Ça revient aussi à ce que vous avez dit il y a 2 ans, vous l'avez fait. Oui, voilà, vous l'aviez. Comme ça, avec des mouchoirs à discerner. Exactement. Des mouchoirs, oui. Et tu sais, en racontant la juste après moi, ouais. c'est des quotients multinomiaux. Et donc il y avait vraiment eu les deux, vous en aviez parlé, parce que elle racontait ce type d'égalité, tu sais, avec ses équipes, et plusieurs façons de constituer les équipes, et toi tu l'avais dit de manière plus officielle, ouais. Bon, c'est pas si artificiel que ça, mais on ne peut pas dire que ça soit très facile pour les élèves. Alors on reporte, bon, évidemment, aux élèves on leur dit, là on avait un produit de coefficients binomiaux, on a de nouveau un produit de coefficients binomiaux, à quoi ça sert tout ça? Ça sert que celui-là, il ne dépend plus de l'indice de somme, et donc il se met en facteur. C'est comme la petite formule du pion, quand on calcule l'espérance de la loi binomiale. Hein. P exposant K, et là, et là c'est voilà, ça s'est mis en facteur, tout ce qui peut sortir. Et ça, c'est la formule binomiale de Newton. Hein. Attention, parce que ça, c'est Q-1 puissance I. Fois 1. Fois 1 puissance. Voilà, donc c'est vraiment 1 plus 1 sur Q puissance K. Après, on fait ça. Voilà. Après, on fait ça. Q égale à 1. Après, on fait ça. Et encore un peu de travail pour retomber sur une loi binomiale. Voilà. Et on retombe sur une loi binomiale. C'était une loi binomiale, mais de paramètres 1 moins Q carré. Oui, voilà la réponse. Alors, pourquoi le succès? Est-ce que ça peut se comprendre intuitivement? Bien sûr. Alors, raconte-nous. Mais justement, c'est parce qu'il suffit de regarder orthogonalement à ce qu'ils ont proposé, parce que eux, ils ont travaillé horizontalement, c'est-à-dire sur vraiment la première lancée de lettres, combien il y a eu de succès. Et voilà. Et après, ils ont travaillé à partir de là, seulement attaquer la deuxième ligne. Moi, je propose de considérer colonne par colonne. Allons-y. Voilà. Clac. Alors, on n'est pas obligé, mais je trouve que c'est encore plus simple de compléter et de dire qu'on va imaginer qu'on envoie non pas une lettre, mais carrément 2 lettres à tout le monde. Voilà. Je trouve que j'ai un mot à dire à ce sujet un peu après. Oui, en disant, si vous avez déjà payé, ne veuillez pas tenir compte de ce coût. Voilà. 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 Et donc, l'important... Moi, je fais l'histoire. C'est exactement ça. Oui, tout à Et fait. donc, on peut... La question, c'est savoir si à l'une des 2 lettres, au moins, on a eu une réponse positive. Et si à l'une des 2 lettres, on a eu une réponse positive, bon là, c'est pas le cas. Faux, bon, ben, il n'a pas payé. La vraie faux, il a payé. La vraie. Voilà. Alors évidemment, vous allez dire que, comme tout à l'heure, il n'y avait pas cette case-là. Non. Mais pourquoi s'embêter? Il faut imaginer ça. Et donc, évidemment... Ah, donc au moins un des deux, tu passes par l'événement contraire, Ben oui, voilà. et 1 moins Q carré. Tout simplement. Oh la vache. Donc, on considère qu'on envoie 2 lettres à chaque client et on a un succès dès qu'on a au moins une réponse positive. Et l'événement contraire, c'est ne pas avoir de réponse positive, avoir échec. Q carré. Et c'est Q carré. Oh là Et là. donc ça fait ça. Et donc ça fait ça. T'imagines, mais comme c'est lumineux là, ton changement de cadre, de Et alors perspective. c'est ça que je comprends pas, ça fait plus de 10 ans que l'exercice C'est fou. relance. Alors ils sont obligés de faire par l'autre méthode, les élèves, parce qu'il y a des questions intermédiaires sur les variables, l'appeler Y, Z, montrer que, montrer si. Donc ils sont obligés, donc voilà. Mais il n'y a même pas de remarque, il n'y a pas une dernière question, le résultat est-il étonnant après. Mais oui. Mais Voilà. tu sais, c'est les exercices, je me rappelle des exercices de colle où tu avais un avion bimoteur et puis tu avais telle probabilité qu'un des 2 moteurs, une des 2 hélices tombe en panne, et probabilité que l'avion circule bien, tu vois. Et donc avec un moteur, il pouvait encore voler, avec 2 moteurs, bien sûr, il vole, et si les 2 moteurs tombent en panne, là, il se crachait. Et tu as exactement ce type. Mais c'est la même. Mais du coup, c'est. L'exercice en colle à mes élèves hier, toi? Celui-ci là? Oui. Ah non. Non, par contre, j'ai posé celui-là, voilà, là-haut. Là. Démontrer que du x, c'est la somme des p du x plus grand que n. Qui était Ah oui, mais c'est devenu une question de courte, ça. C'est Gara qui est tombé dessus. Ah bon, ça va, tu l'as travaillé quand Oui, même? oui, c'est démerdé. Ouais. Tant mieux, parce que je l'ai secoué l'autre jour. Hein. T'as bien fait. Voilà. Mais par contre, du coup,
Ils y arrivent les étudiants là parce qu'il y a des difficultés algébriques. La modélisation est non évidente là décrire. C'est très difficile. Il est difficile. C'est difficile. Même Cyril Charignan, il était en PCSI, donc il faisait le cours de maths de PCSI, il ne faisait pas cours de maths en MP, mais il faisait des écoles en MP, donc il avait regardé la banque CCIMP. Il me dit, oh, il y a des exercices difficiles. Alors il dit l'histoire de la secrétaire qui téléphone, oui, et puis il me dit surtout qu'il y a la transformation des quotients binomiaux qui est assez artificielle. Bon, elle n'est pas tant que ça parce que c'est un quotient multinomial, mais quand même au niveau Bac plus 2, je le dis en passant aux élèves que c'est un quotient multinomial, mais c'est pour ouvrir des horizons, parce que c'est pas facile. Et alors je ne comprends pas pourquoi il reste comme ça. Voilà. Alors certains me disent, oui, mais vous allez changer de modèle. Est-ce que j'ai vraiment changé de modèle? Est-ce qu'on peut dire changer de modèle? Oui, en disant que tu as envoyé 2 lettres systématiquement. Oui. Bon. Si on est strictement en mathématiques, du point de vue de l'univers qui est derrière, on n'a même pas décrit ici. Ça ne change rien au niveau du tableau, en fait. Dans le bilan, on a toujours la même chose. Et bien, attendez, j'ai un autre exemple, un peu similaire. Minimum de n lois géométriques. Alors, oui. Donc, alors c'est pas compliqué une loi géométrique. Je vous dis, regardez, on dit que x suit la loi. Oui, c'est le succès premier. Lorsque x est le rang du premier succès dans un schéma de Bernoulli, où la probabilité de succès élémentaire vaut P. Donc tu n'as que des échecs et tu attends ton premier. Voilà. Ça, ils en font beaucoup en BCPST. Oui. C'est pas très difficile, mais simplement comme ça prend une infinité de valeurs, c'est ce qu'on appelle probabilité discrète, et il faut avoir étudié les séries pour pouvoir le travailler de façon solide. Mais sinon, c'est pas très difficile. À la main, on peut glisser même dès la terminale. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire la loi, parce que pour que la loi soit normalisée, il faut faire la somme des probas, et comme il y a la somme d'une infinité, c'est une série. Donc il faut avoir fait le cours sur les séries. Voilà. Mais finalement, c'est plus simple, c'est même plus simple dans l'esprit que loi binomiale. Donc regardez, bon, juste pour rappeler que la probabilité de x égale n, probabilité qu'elle soit au rang n, que vous ayez enfin un succès, très facile. Ça s'appelle loi géométrique, parce que là, vous avez une suite géométrique. Alors l'exercice, c'est on a n variables xn indépendantes, enfin mutuellement indépendantes, et qui suivent toutes la même loi. Elles sont ID, indépendantes et identiquement distribuées. Enfin bon. Et là, c'est le minimum. X, c'est le minimum des variables aléatoires. Alors, de façon, pareil. Enfin, très similaire, vous allez voir, résolution horizontale. Alors là, ça va quand même être un peu moins pénible que tout à l'heure avec l'histoire des lettres de relance. C'est plus raisonnable, vous allez voir. X1, donc échec, déjà terminé. Et succès. Voilà. D'accord? Donc là, X1, ça prend la valeur 7. Le rang du premier succès, c'est 7. Ouais. X2, échec, rang du premier succès, 4. Bon là, j'en ai mis que 4 de lignes, on aurait petite n. 6. Après, vous prenez le minimum de X1, c'est 7, de X2. Bon, le minimum ici, c'est 4. Non, le minimum de X1, X2, Xn. Oui, X1, X2, X3, jusqu'à Xn. Celui qui a eu le premier succès, quoi, le rang du premier succès, le plus petit, quoi, le premier qui est arrivé. Et ici, c'est 4. Donc, il y a une façon de faire très classique, mais qui n'est pas. C'est moins impressionnant que tout à l'heure, moins pénible que tout à l'heure. Donc, je ne l'ai pas fait à part. Il y a quand même une petite astuce, c'est de considérer, mais c'est assez classique en proba, non pas une égalité, mais une inégalité. Donc, probabilité. Alors là, j'ai une petite embrouille, c'est pas n, c'est k, mais c'est pas grave. Je me suis tombé ça. Probabilité que xk strictement supérieur à i. Probabilité que le premier succès il arrive au-delà de l'essai numéro i, c'est qu'avant on a eu des échecs. Et comme avant il y a eu i et c, indépendant, c'est q puissance i. Donc pas plus compliqué que ça. Bon, alors maintenant x c'est ça qui m'intéresse, attention, c'est x, c'est ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Probabilité que le minimum soit supérieur à i. Alors là, petit raisonnement, on a n nombres, quand est-ce qu'ils sont tous plus grands que i? Enfin non, quand le minimum est toujours plus grand que i. Le minimum est plus grand que i, il faut dire qu'ils sont tous plus grands que i. Et donc, oui, c'est ça, le petit d'entre eux est plus grand Par que i. indépendance, tu passes au produit. Donc là, attention, c'est vrai que des fois on ne met pas nous le symbole d'intersection, ça dépend comment on veut voir les choses, enfin, quelle convention on prend. Par indépendance, ça fait le produit. Bon, je l'ai calculé.
chacun d'entre eux, je l'ai calculé ici, ça fait QI puissance n, et ça fait, bon, je le réécris comme ça, QN puissance I, plutôt, peu importe. Alors, on n'a pas la loi, puisque je n'ai pas probabilité de X égale. Tu as la fonction de répartition, quoi. Tu fais tu le complémentaire à la fonction de répartition et tu soustrais. Donc, normalement, c'est pas très difficile. Il faut juste qu'ils fassent attention parce que même en maths, les élèves, il y en a, ils vont trop vite. Oui, voilà, il faut être attentif. Voilà, il faut être attentif parce qu'il y en a, ils sont embrouillés. Bon, là, vous voyez un peu ce que ça donne. Et on obtient. Mais c'est difficile, c'est sûr. C'est sûr que. Bon, c'est un exercice. C'est pas tout simple. Bon. Mais alors, vertical. En vertical, mais alors là. Comment tu modélises alors? Je propose quand même de continuer les essais indéfiniment. Et oui. D'accord, comme tout à l'heure, tu remontes. Ok. Oui, attendez, je continue les essais indéfiniment pour qu'il n'y ait pas de cases libres comme tout à l'heure. Bon, ça n'empêche que le prendre du premier succès, je le connais. Alors vous allez dire de toute façon. Le minimum n'a pas changé. Non, le minimum n'a pas changé. Oui, mais des fois les élèves, ça les bloque. Parce qu'au début, on leur dit on lance une pièce de monnaie jusqu'à ce qu'on obtient pile. Et après, on s'arrête. D'accord, c'était la situation, mais pour la mathématisation et le raisonnement, on va imaginer qu'il continue. Et je ne vais pas d'état d'âme à considérer une infinité de résultats. Ça ne me gêne pas de considérer quelque chose qui est une suite de 0 et de 1. C'est un objet complexe, mais voilà. D'abord, en fait, c'est l'éventualité qui est cachée derrière. Mais oui, parce qu'après, j'ai travaillé par colonne. Alors, c'est quand même un peu embêtant de travailler dans une colonne où il y a des vides. Et par colonne, et ben en fait, évidemment, je mets un succès. Je considère que le bilan, c'est succès dès que j'ai au moins un succès. Oui. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et donc, bon, c'est un peu plus long, tiens, c'est pas très, un peu plus long à écrire. Mais attends, François, parce qu'à un moment donné, oui. je pourrais obtenir. Vas-y, redis. C'est dès que. Alors. Ah bon, bah voyons, j'ai le détail là. On considère qu'on a un succès pour ce bilan, hein. Ouais. Dès que l'une des variables, bon, j'ai une petite erreur que j'ai corrigée là, j'ai mis le mot en trop, est un succès, là, il n'y en a aucune. Oui, je suis d'accord. La probabilité d'un tel macro-succès, là j'ai un macro-succès, là j'ai pas de macro-succès macro par rapport à ça. Bon, ben c'est 1 moins Q puissance n, alors avec la probabilité contraire, parce que j'ai au moins un succès, c'est exactement dire que je n'ai pas contraire, c'est aucun que succès. des échecs. C'est très similaire à tout à l'heure. Hein. Que des échecs avant. Ouais. Voilà. Tout à l'heure c'était n égale 2. Oui, mais par exemple, à la colonne 7, tu rencontres un succès. Donc quand tu considères... Comme tu cherches le minimum, dès que tu en as un, c'est gagné. Le premier. Oui, mais là j'ai succès. Et c'est que là, cette ligne, il y a des succès et des échecs, parce que c'est un schéma de Bernoulli, cette ligne. La ligne bilan, c'est un schéma de Bernoulli où voilà, c'est ce que j'écris. Sur la ligne de bilan, on cherche donc le rang du premier macro-succès. Il n'est pas là, il est là, le premier macro-succès. Dans un schéma de Bernoulli où la probabilité de succès élémentaire qui s'est produit, s'est produit là, mais ailleurs, la probabilité de succès élémentaire, c'est 1 moins Qn. Et donc, c'est quand même le rang pour les succès dans un schéma de Bernoulli. Donc, c'est une loi géométrique. Il faut savoir quelle est la probabilité de succès de ce schéma élémentaire, comme on dit, mais de ce schéma de Bernoulli. Ah ouais, c'est super, hein. Vraiment, c'est... Donc, et donc là, il y a une orthogonalité. Alors, évidemment, ce n'est pas une orthogonalité d'indépendance, bien que ce soit indépendant, c'est pas tout à fait pareil, mais en faisant le tableau. Moi, je pensais à binomial, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Et oui, ça ne fait pas confiance. C'est le même exo que tout à l'heure, que les lettres de Roland, sauf que les lettres de Roland, justement, c'est du binomial. Et voilà, mais c'est pour ça. Tandis que là, c'est le premier succès, hein, finalement. Pour ça que c'est similaire. Oui, c'est parce qu'on est toujours sur une géométrique. Alors François, il te reste beaucoup de choses encore? 5 minutes, très bien. Si tu conclus en 5 minutes, c'est parfait. Parce que ça, c'était en réserve. D'ailleurs, ça n'a rien changé par rapport à ce que j'avais fait il y a 2 ans. D'accord. Donc c'était ça va aller assez vite. Alors, vous connaissez de la phrase de Kronecker, Dieu a fait les nombres entiers, tout le reste est l'œuvre de l'homme. Voilà, et en particulier évidemment l'infini en tant que construction mathématique. Et alors vous allez dire quel rapport? On lance une pièce de monnaie jusqu'à obtenir pile. On peut considérer que quand on a obtenu pile, on s'arrête. Et le
nombre de lancers peut être arbitrairement grand. Et ça, c'est l'infini potentiel. Ça peut être aussi grand qu'on veut. Mais les mathématiciens, jusqu'à la fin du 19e plutôt, les philosophes, il y en a discuté. L'infini, c'est intéressant, ils acceptaient l'infini potentiel. Mais, ils disaient, ils refusaient l'infini actuel. Voilà. Donc, mais en maths, en fait, toujours, on n'a plus d'état d'âme. On accepte l'infini actuel comme outil puissant. C'est-à-dire, on peut considérer que même quand on a une pile, on continue à lancer. On continue, pas indéfiniment, on continue infiniment. Et ça, c'est l'infini actuel. Du terme qu'on emploie en philosophie des sciences, bon, c'est un peu vieux, parce que c'est des questions qui se posaient plus il y a 150 ans que maintenant. Mais c'est pour ça, mais avec les élèves, maintenant, je leur dis, pas d'état d'âme. C'est rigolo, indéfiniment, infiniment. Ah ben oui. J'avais pas géré du tout. Donc, un dernier petit exemple, problème des deux archers. Bon, évidemment, on peut faire un autre habillage. Deux archers A et B tirent chacun leur tour sur une cible. À chaque essai, A a une probabilité P1 de réussir à toucher la cible. Et B, probabilité P2. Donc, a priori, vous dites, tiens, on ne demande pas que P1 soit égal à P2. Ils ne sont peut-être pas de la même force au tir à l'arc, effectivement. Le premier qui touche la cible a gagné. Seulement, il y a un truc que j'ai oublié de bien préciser ici, c'est qu'il joue à tour de rôle et que c'est A qui commence. Alors, il y a un gros avantage. A, comme il commence, s'il touche la cible, ça y est, il a gagné. Voilà, terminé. Seulement, peut-être que c'est B qui, justement, lui a laissé cet avantage de jouer en premier parce que B sait qu'il est beaucoup plus fort. Donc, il a une probabilité plus élevée. À condition que P2 soit plus grand que P1. Donc, justement, la question qu'on peut poser, bon, je ne l'ai pas posée comme ça, mais c'est ce qui arrive après, à quelles conditions le jeu est-il équitable? Voilà. Mais moi, ce n'était pas tout à fait ça sur ce. Je voulais insister sur l'indéfini et l'infini. Donc, AM, l'événement, A réussit son tir numéro N. Oui, parce que alors, s'il note A, 2 points, événement, A touche la cible. Sinon, il me dit A gagne. Point. C'est comme si vous lui mettez, dans le premier fumeur, F, il fume. Là, elle va barrer pour faire l'exercice. Bon, on va faire l'exercice. Mais là, si ça me paraît tout bébête, son tir numéro 1, mais est-ce qu'il en aura un tir numéro 25 si la partie est déjà arrêtée? Ah ben oui, ça pose problème, ça, aux élèves. Voilà. Et alors, dans ce cas-là, vous imaginez, je prends une notation dans le cas où l'objet existe mathématiquement. On ne peut pas raisonner comme ça en maths. Voilà. Donc là, c'est encore plus frappant qu'avant, qu'il faut vraiment dire, on continue. Moi, je leur dis, vous imaginez que... Donc il joue pour rien, quoi, puisque l'autre a gagné. Ils sont entraînés, ils savent déjà qui a gagné. Celui qui a gagné, ils ont convenu que c'est lui qui paierait le coup à boire. Mais après, ils continuent à s'entraîner. Voilà. Se ferait payer le coup à boire s'il a gagné. Ça dépend, oui, ça serait plus logique. Bon, après, je finis rapidement. Donc, évidemment, le truc, c'est que ça fait des notations un peu lourdingues. Maintenant, pas tant que ça. Alors, l'événement A gagne la partie, attention, à son essai numéro N. Par exemple, N égale 17. Il gagne à son essai 17, parce que le 15e, le 16e, non, il n'a pas gagné. Bon, vous voyez, évidemment, c'est A. Premier essai de A, échec. B, échec. Oh. Deuxième essai de A, encore échec. B, échec. Échec. Bon, bref, chacun a eu droit à N-1 essai. Il n'y a eu que des échecs. Oh, enfin, un succès. A y arrive. Enfin. Et A gagne la partie tout court. A gagne la partie. Évidemment, il faut faire la somme de toutes les probas qui sont là. Pour N variant de 1 à l'infini. Voilà. Donc, c'est une somme de série. Alors, avec ce logiciel, je n'ai pas pu le mettre correctement, mais normalement, évidemment, je ne dis pas somme de série comme ça, je mets l'indice, évidemment. Bien d'accord. Bon, après, évidemment, les probas qui sont ici, avec l'indépendance, ça fait ça, puisque c'est Q1. Q1, c'est probabilité. Bon, je n'avais même pas dit, mais c'est le complémentaire de P1 par rapport à 1, Q2, complémentaire, etc. Voilà, N-1, et puis là, pof, P1. Et là, je me suis trompé en tapant, et encore la somme, elle commence à 1. Bon, après, vous voyez bien, c'est une somme de termes. Suite géométrique, somme géométrique. Série géométrique. On obtient la réponse. Bon, je me suis arrêté là. Voilà, évidemment, on peut rajouter des questions dans l'exercice. Bon, après, moi,
moi, si l'élève est capable d'écrire ça spontanément en maths P, bon, moi, ça me va. C'est marrant, c'est pas si évident que ça. Puis alors, si on lui dit, là, si vous écrivez ça directement, ok, mais si moi au tableau j'ai mis ça directement, les élèves ne comprennent plus pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut prendre des notations pour les événements. Des fois, on les prend, puis quand on peut faire, on ne les prend pas. Voilà. Donc, je leur fais quand même ce qui est au-dessus. Et pour ce qui est au-dessus, je suis obligé de noter ça. Et là, je suis obligé de dire qu'il y a une infinité d'essais. Et ce genre de petits détails, on ne le rencontre pas que là, puisque finalement, on l'a rencontré dans les lettres de relance, etc. Et de toute façon, il y a quand même l'infini se cache parce que quel que soit P1 et P2, ils peuvent louper le premier, puis à tour de rôle louper le second, puis louper le premier, louper le second à l'infini, jamais toucher la cible. Donc de toute façon, considérer une infinité d'essais, c'est pas... Oui, parce qu'en fait, il y a la subtilité qu'il pourrait y avoir que jamais la partie ne se termine pas. Eh ben oui. Oui, mais mais qui est de mesure nulle, mais... Oui, ça, on l'a aussi nous au programme, et il faut faire comprendre que c'est un événement négligeable. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, c'est encore autre chose qui arrive après, vous imaginez. Donc c'est un autre petit problème didactique. Ce n'était pas mon propos aujourd'hui, c'était même pas à ce niveau-là. D'accord? Ben voilà. Ah, super, hein. De beaux cadres. Merci.